Le moine. Troisième partie du troisième chapitre. Jacques obéit et suivit son frère. Ils eurent l'air de causer quelques minutes avec les nouveaux venus. Après quoi j'entendis les voleurs mettre pied à terre et, autant que je pus conjecturer, diriger leurs pas vers la grange. Voilà qui est sagement fait, marmotta Baptiste. Ils sont descendus de cheval afin de tomber à l'improviste sur les étrangers. Bien, bien, et maintenant à la besogne. Je l'entendis s'approcher d'un petit buffet qui était situé dans une partie éloignée de la salle et l'ouvrir. En ce moment, je sentis une main me remuer doucement. « À présent, murmura Marguerite. J'ouvris les yeux. Baptiste me tournait le dos. Il n'y avait dans la chambre que Marguerite et la dame endormie. Le scélérat avait pris un poignard dans le buffet et il semblait en examiner le tranchant. J'avais négligé de me munir d'armes, mais je compris que c'était ma seule chance de salut, et je résolus de ne pas perdre l'occasion. Je m'élançai de mon siège, tombai subitement sur Baptiste, et, lui serrant le cou de mes deux mains, je l'empêchai de pousser un seul cri. Vous pouvez vous rappeler que j'étais connu à Salamanque pour la vigueur de mon bras. Elle me rendit ici un service essentiel. Surpris, terrifié et suffoqué, le scélérat n'était nullement de force à lutter contre moi. Je le terrassai, je le serrai plus fort que jamais, et tandis que je le tenais immobile sur le plancher, Marguerite, lui arrachant le poignard de la main, le lui plongea plusieurs reprises dans le cœur jusqu'à ce qu'il expirât. Cet acte horrible, mais nécessaire, ne fut pas plus tôt accompli que Marguerite me dit de la suivre. « La fuite est notre seul refuge, me dit-elle. Vite, vite, partons !» Je n'hésitai pas à lui obéir, mais ne voulant pas laisser la baronne victime de la vengeance des voleurs, je la pris dans mes bras, encore assoupie, et je me hâtai de suivre Marguerite. Les chevaux des brigands étaient attachés près de la porte. Ma conductrice sauta sur l'un d'eux. J'imitai son exemple. Je mis la baronne devant moi et je piquai des deux. Notre seul espoir était d'atteindre Strasbourg, qui était beaucoup plus près que n'avait dit le perfide Claude. Marguerite connaissait bien la route et galopait devant moi. Nous fûmes obligés de passer à côté de la grange où les brigands assassinaient nos domestiques. La porte était ouverte. Nous distinguâmes les cris des mourants et les imprécations des meurtriers. Ce que j'éprouvais en ce moment est impossible à décrire. Jacques entendit le pas des chevaux, comme nous galopions près de la grange. Il courut à la porte, une torche enflammée à la main, et reconnut aisément les fugitifs. « Trahi, trahi !» cria-t-il à ses compagnons. Aussitôt, ils laissèrent leur sanglante besogne et s'empressèrent d'aller à leurs chevaux. Nous n'entendîmes rien de plus. Je plongeai mes éperons dans les flancs de ma monture et Marguerite aiguillonna la sienne avec le poignard qui nous avait déjà rendu un si grand service. Nous volâmes comme l'éclair et gagnâmes la plaine. Déjà le clocher de Strasbourg était en vue, quand nous entendîmes les voleurs qui nous poursuivaient. Marguerite regarda en arrière et les vit qui descendaient une petite colline peu éloignée. C'était en vain que nous pressions nos chevaux. Le bruit se rapprochait à chaque moment. « Nous sommes perdus !» s'écria-t-elle. « Les scélérats nous rattrapent. »« En avant !» répliquai-je. « J'entends le pas de chevaux qui viennent de la ville. » Nous redoublâmes d'efforts, et bientôt nous distinguâmes une troupe nombreuse de cavaliers qui venaient vers nous à toute bride. Ils étaient sur le point de nous dépasser. « Arrêtez, arrêtez !» cria Marguerite. « Sauvez-nous ! Pour l'amour de Dieu, sauvez-nous !» Le premier, qui paraissait servir de guide, arrêta court son cheval. « C'est elle !» s'écria-t-il en sautant à terre. « Arrêtez, Seigneur, arrêtez !
Ils sont sains et saufs, c'est ma mère. Au même moment, Marguerite se jeta bas de son cheval, prit l'étranger dans ses bras et le couvrit de baisers. Les autres cavaliers s'étaient arrêtés. La baronne Lindenberg demanda l'un d'eux avec anxiété. Où est-elle? N'est-elle pas avec vous? Il resta immobile en la voyant étendue sans connaissance dans mes bras. Il me la prit promptement. L'assoupissement profond où elle était plongée le fit trembler d'abord pour sa vie, mais le battement de son cœur le rassura bientôt. Dieu soit loué, dit-il, elle leur a échappé. J'interrompis sa joie en lui montrant les brigands qui continuaient d'approcher. Je n'eus pas plutôt parlé que la plus grande partie de la troupe, qui paraissait principalement composée de soldats, courut à leur rencontre. Les scélérats n'attendirent pas leur attaque. S'apercevant du danger, ils tournèrent bride et s'enfuirent dans le bois, où ils furent poursuivis par nos libérateurs. L'étranger, cependant, que je devinais être le baron Lindenberg, après m'avoir remercié du soin que j'avais pris de sa femme, nous proposa de retourner en toute hâte à la ville. La baronne, sur qui les effets du breuvage n'avaient pas cessé d'opérer, fut placée devant lui. Marguerite et son fils remontèrent sur leurs chevaux, les domestiques du baron nous suivirent, et nous arrivâmes bientôt à l'auberge où il avait pris un appartement. C'était l'Aigle d'Autriche, où mon banquier, qu'avant de quitter Paris j'avais prévenu de mon intention de visiter Strasbourg, m'avait fait préparer un logement. Je me réjouis de cette circonstance. Elle me procura l'occasion de cultiver la connaissance du baron, que je prévis devoir m'être utile en Allemagne. Aussitôt arrivée, la baronne fut mise au lit. On fit venir un médecin qui ordonna une potion propre à détruire l'effet du narcotique, et, après qu'elle l'eut prise, elle fut confiée aux soins de l'hôtesse. Le baron alors s'adressa à moi et me pria de lui raconter les particularités de cette aventure. Je satisfis sur l'heure à sa demande, car, en peine sur le sort d'Esteban que j'avais été forcé d'abandonner à la cruauté des bandits, il m'eût été impossible de dormir avant d'avoir de ses nouvelles. J'appris trop tôt que mon fidèle domestique avait péri. Les soldats qui avaient poursuivi les brigands revinrent, tandis que j'étais occupé à raconter mon aventure au baron. Par eux, je sus que les voleurs avaient été atteints. Le crime et le vrai courage sont incompatibles. Ils s'étaient jetés aux pieds de leurs adversaires, ils s'étaient rendus sans coup férir, avaient découvert leur retraite, trahi le signal au moyen duquel on s'emparerait du reste de la troupe. Bref, ils avaient donné toutes les preuves possibles de lâcheté et de bassesse. De cette manière, toute la bande, composée d'environ 60 personnes, avait été prise, garrottée et conduite à Strasbourg. Quelques-uns des soldats avaient couru à la cabane, ayant pour guide un des bandits. Leur première visite avait été à la funeste grange, où ils avaient eu le bonheur de retrouver 2 des valets du baron encore en vie, quoique bien dangereusement blessés. Le reste avait expiré sous les coups des voleurs, et de ce nombre était mon pauvre Esteban. Alarmés de notre évasion, les voleurs, dans leur empressement de nous atteindre, avaient négligé de visiter la cabane. Les soldats trouvèrent donc les 2 femmes de chambre saines et sauves, et ensevelies dans le même sommeil de mort qui pesait sur leur maîtresse. On ne découvrit personne d'autre dans la cabane, si ce n'est un enfant qui n'avait pas plus de 4 ans, et que les soldats emmenèrent. Nous nous épuisions en conjectures sur la naissance de ce petit infortuné, lorsque Marguerite s'élança dans la chambre avec l'enfant dans ses bras. Elle tomba aux pieds de l'officier qui nous faisait ce rapport et le bénit 1000 fois d'avoir sauvé son fils. Après les premiers transports de la tendresse maternelle, je la priai de nous expliquer comment elle avait été unie à un homme dont les principes semblaient en si complet désaccord avec les siens. Elle baissa les yeux et essuya quelques larmes.
Messieurs, dit-elle après un instant de silence, j'ai une faveur à vous demander. Vous avez le droit de savoir à qui vous rendrez service. Je ne veux donc pas me refuser à une confession qui me couvre de honte, mais permettez-moi de l'abréger autant que possible. Je suis née à Strasbourg de parents respectables. Leur nom, je dois le taire en ce moment. Mon père vit encore et ne mérite pas d'être enveloppé dans mon déshonneur. Si vous faites droit à ma requête, vous apprendrez le nom de ma famille. Un misérable s'est rendu maître de mon affection, et pour le suivre, j'ai quitté la maison de mon père. Mais bien que mes passions l'aient emporté sur ma vertu, je ne me suis pas dégradée jusqu'à la corruption, qui est le lot trop ordinaire des femmes entraînées à un premier faux pas. J'aimais mon séducteur, je l'aimais tendrement, je lui fus fidèle. Cet enfant et celui qui vous a averti, seigneur baron, du danger de votre femme, sont les gages de notre affection. Même en ce moment, je pleure sa perte, quoique ce soit à lui que je doive tous les malheurs de mon existence. Il était de noble naissance, mais il avait dissipé son patrimoine. Ses parents le regardaient comme une honte pour leur nom, et l'avaient tout à fait repoussé. Ses excès attirèrent sur lui l'indignation de la police. Il fut obligé de fuir de Strasbourg, et il ne vit d'autre ressource contre la mendicité que de s'unir aux bandits qui infestaient la forêt voisine et dont la troupe était principalement composée de jeunes gens de famille placés dans la même situation que lui. J'étais déterminé à ne pas l'abandonner. Je le suivis à la caverne des brigands et partageai avec lui la misère inséparable d'une vie de pillage. Mais, quoique je susse que notre existence ne se soutenait que par le vol, je ne connaissais pas tous les horribles détails de la profession de mon amant. Il me les cachait avec le plus grand soin. Il savait que mes sentiments n'étaient point assez dépravés pour envisager l'assassinat sans horreur. Il supposait, et avec raison, que j'aurais fui avec exécration les embrassements d'un meurtrier. 8 années de possession n'avaient point affaibli son amour pour moi, et il dérobait scrupuleusement à ma connaissance chaque circonstance qui aurait pu me mener au soupçon des crimes auxquels il ne participait que trop souvent. Il y réussit parfaitement. Ce ne fut qu'après la mort de mon séducteur que je découvris que ses mains s'étaient souillées du sang de l'innocence. Une fatale nuit, il fut rapporté à la caverne, criblé de blessures. Il les avait reçues en attaquant un voyageur anglais que les autres voleurs avaient aussitôt sacrifié à leur ressentiment. Il n'eut que le temps de me demander pardon de tous les chagrins qu'il m'avait causés. Il pressa ma main sur ses lèvres et expira. Ma douleur fut inexprimable. Aussitôt que la violence en fut diminuée, je résolus de retourner à Strasbourg, de me jeter avec mes 2 enfants aux pieds de mon père et d'implorer sa clémence, quoique j'eusse bien peu d'espoir de l'attendrir. Quelle fut ma consternation quand j'appris qu'une fois dans le secret de la retraite des bandits, on n'avait plus la permission de quitter leur troupe, qu'il fallait renoncer à l'espoir de rentrer jamais dans la société et consentir sur-le-champ à accepter l'un d'entre eux pour mari. Mes prières et mes remontrances furent vaines. Ils tirèrent au sort Akimouré. Je devins la propriété de l'infâme Baptiste, un voleur qui jadis avait été moine, accomplit pour nous une cérémonie plus burlesque que religieuse. Mes enfants et moi nous fûmes remis aux mains de mon nouveau mari, et il nous emmena immédiatement chez lui. Il m'assura qu'il nourrissait depuis longtemps la plus ardente passion pour moi, mais que son amitié pour mon défunt amant l'avait obligé d'étouffer ses désirs. Il essaya de me réconcilier avec ma destinée, et pendant quelque temps, il me traita avec égard et douceur. À la fin, voyant que mon aversion croissait plutôt que de diminuer, il obtint par la violence les faveurs que je persistais à lui refuser. Il ne me restait plus d'autre ressource que de supporter mes malheurs avec patience. Je sentais que je ne les méritais que trop bien. La fuite m'était interdite. Mes enfants étaient au pouvoir de Baptiste. Il avait juré que si j'essayais de m'échapper,
ils le lui paieraient sur leur tête. J'avais eu trop de preuves de sa barbarie pour douter qu'il ne remplît son serment à la lettre. Une triste expérience m'avait convaincu des horreurs de ma situation. Si mon premier amant me les cachait avec soin, Baptiste prenait plaisir à m'ouvrir les yeux sur les cruautés de sa profession et s'efforçait de me familiariser avec le sang et le carnage. J'étais d'un caractère libre et ardent, mais non cruel. Ma conduite avait été imprudente, mais mon cœur n'était pas sans principe. Jugez donc ce que je dus éprouver d'être continuellement témoin des crimes les plus horribles et les plus révoltants. Jugez tout ce que je dus souffrir d'être uni à un homme qui recevait ses hôtes confiants d'un air ouvert et hospitalier, au moment même où ils méditaient leur perte. Le chagrin et la tristesse altérèrent ma constitution. Le peu de charme que m'avait donné la nature se flétrirent, et l'abattement de mes traits dénotait les souffrances de mon cœur. Je fus tenté 1000 fois de mettre fin à mon existence, mais le souvenir de mes enfants arrêta ma main. Je tremblais de laisser mes fils chéris au pouvoir de mon tyran, et je tremblais encore plus pour leur vertu que pour leur vie. Le cadet était trop jeune pour profiter de mes leçons, mais je travaillais sans relâche à semer dans le cœur de l'aîné les principes qui pouvaient le mettre en état d'éviter les crimes de ses parents. Il m'écoutait avec docilité, ou plutôt avec avidité. Même à cet âge si tendre, il montrait qu'il n'était pas fait pour vivre avec des criminels, et ma seule consolation, au milieu de mes peines, était de voir les vertus naissantes de mon Théodore. Telle était ma situation quand Don Alfonso fut conduit à la cabane par son perfide postillon. Sa jeunesse, sa physionomie et ses manières m'intéressèrent extrêmement en sa faveur. L'absence des fils de mon mari me fournit une occasion que j'avais longtemps désirée, et je résolus de tout risquer pour sauver ce voyageur. La vigilance de Baptiste m'empêcha d'avertir Don Alfonso du danger qu'il courait. Je savais que mon indiscrétion serait aussitôt punie de mort, et malgré l'amertume de ma vie, je ne me sentais pas le courage de la sacrifier pour sauver celle d'un autre. Mon seul espoir était d'obtenir du secours de la ville. Cela, je résolus de le tenter, et s'il s'offrait quelque occasion de prévenir Don Alfonso sans être remarqué, je me déterminai à la saisir avidement. Par les ordres de Baptiste, je montai faire le lit de l'étranger. J'y mis les draps dans lesquels un voyageur avait été assassiné quelques nuits auparavant et qui étaient encore tachés de sang. J'espérais que ces taches n'échapperaient pas à l'attention de notre hôte et qu'elle le mettrait sur la voie des desseins de mon traître de mari. Cette précaution ne fut pas la seule. Théodore était malade au lit. Je me glissai dans sa chambre sans être vu par mon tyran. Je lui communiquai mon projet, dans lequel il entra avec ardeur. Il se leva malgré sa maladie et s'habilla en toute hâte. J'attachai un des draps autour de ses bras et je le descendis par la fenêtre. Il courut à l'écurie, prit le cheval de Claude et galopa vers Strasbourg. S'il avait rencontré des bandits, il devait se dire chargé d'un message par Baptiste. Mais heureusement, il atteignit la ville sans obstacle. Aussitôt arrivé, il implora l'assistance des magistrats. Son récit passa de bouche en bouche et parvint enfin à la connaissance de monseigneur le baron. Inquiet de sa femme, qui savait devoir être sur la route ce soir-là, l'idée lui vint qu'elle pouvait être au pouvoir des voleurs. Il accompagna Théodore, qui guidait les soldats vers la cabane, et il arriva juste à temps pour nous empêcher de retomber dans les mains de nos ennemis. Ici, j'interrompis Marguerite, et je lui demandai pourquoi on m'avait présenté une potion assoupissante. Elle répondit que Baptiste me supposait des armes et voulait me mettre hors d'état de faire résistance. C'était une précaution qu'il prenait toujours afin d'éviter que les voyageurs, voyant la fuite impossible, ne fussent poussés par le désespoir à vendre chèrement leur vie.
Le baron alors pria Marguerite de lui faire connaître quels étaient ses projets. Je me joignis à lui, protestant de mon empressement à prouver ma reconnaissance à celle qui venait de sauver mes jours. Dégoûtée d'un monde où je n'ai rencontré que des malheurs, répliqua-t-elle, mon seul désir est de me retirer dans un couvent. Mais d'abord, je dois m'occuper de mes enfants. J'apprends que ma mère n'est plus, vraisemblablement poussée avant l'âge au tombeau par ma fuite. Mon père vit encore. Ce n'est point un homme dur. Peut-être, messieurs, en dépit de mon ingratitude et de mon imprudence, votre intercession le décidera à me pardonner et à prendre soin de ses infortunés petits-fils. Si vous m'obtenez cette faveur, vous m'aurez rendu un service qui surpassera 1000 fois le mien. Le baron et moi nous assurâmes Marguerite que nous n'épargnerions rien pour obtenir sa grâce et que lors même que son père serait inflexible, elle ne devait avoir aucune crainte sur le sort de ses enfants. Je m'engageai à me charger de Théodore et le baron promit de prendre le cadet sous sa protection. La mère pleurait de reconnaissance en nous remerciant de ce qu'elle appelait notre générosité, mais qui après tout n'était que le sentiment de nos obligations. Puis elle quitta la chambre pour coucher son petit enfant qui était excédé de fatigue et de sommeil. La baronne, lorsqu'elle revint à elle et qu'elle sut les dangers dont je l'avais sauvée, ne mit pas de borne à l'expression de sa gratitude. Son mari se joignit à elle avec tant de chaleur pour me prier de les accompagner à leur château en Bavière qu'il me fut impossible de résister à leurs insistances. Pendant une semaine que je passai à Strasbourg, les intérêts de Marguerite ne furent point oubliés. Dans notre visite à son père, nous réussîmes aussi complètement que nous pouvions le désirer. Le bon vieillard avait perdu sa femme. Il n'avait point d'autre enfant que cette fille infortunée, dont il n'avait pas de nouvelles depuis près de 14 ans. Il était entouré de parents éloignés, qui attendaient sa mort avec impatience pour entrer en possession de son argent. Lors donc que Marguerite parut si inopinément, il la considéra comme un présent du ciel. Il la reçut, elle et ses enfants, à bras ouverts, et insista pour qu'ils s'établissent chez lui sans délai. Les cousins désappointés furent obligés de céder la place. Le vieillard ne voulut pas entendre parler du projet qu'avait sa fille d'entrer au couvent. Il dit qu'elle était trop nécessaire à son bonheur, et il ne fut pas difficile de la décider à abandonner son dessein. Mais aucun raisonnement ne put faire renoncer Théodore au plan que j'avais d'abord tracé pour lui. Il s'était sincèrement attaché à moi pendant mon séjour à Strasbourg, et quand je fus sur le point d'en partir, il me supplia en pleurant de le prendre à mon service. Il exposa tous ses petits talents sous les couleurs les plus favorables, et s'efforça de me convaincre qu'il me serait infiniment utile en route. Je ne me souciais guère de me charger d'un garçon d'à peine 13 ans, qui ne serait qu'un embarras pour moi. Cependant, je ne pus résister aux prières d'un enfant si affectueux et qui réellement possédait 1000 qualités estimables. Il décida, non sans peine, ses parents à lui permettre de me suivre, et, une fois leur consentement obtenu, il fut décoré du titre de mon page. Après une semaine passée à Strasbourg, Théodore et moi nous partîmes pour la Bavière, en compagnie du baron et de sa femme. Ces derniers, ainsi que moi, avaient forcé Marguerite à accepter des cadeaux de prix pour elle-même et pour son plus jeune fils. En la quittant, je lui promis positivement de lui rendre Théodore au bout d'une année. Je vous ai conté tout au long cette aventure, Lorenzo, afin de vous faire bien connaître les moyens dont s'est servi l'aventurier Alfonso d'Alvarada pour s'introduire dans le château de Lindenberg. Jugez d'après cet échantillon de la foi qu'il faut ajouter aux assertions de votre tante.